passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, les produits importés plus nocifs que nos légumes locaux. L'association écologiste Puma lance un rappel à l'ordre. S'il faut se méfier du chlordécone, les pesticides venus de l'extérieur nous empoisonnent également. Arnaque aux faux billets. Les coupures de 50 et 100 € sont les plus impactées. La section financière du commissariat de Fort-de-France est en alerte. Les nouvelles réformes du baccalauréat font débat. Les examens continus sont généralisés et de nouvelles épreuves feront leur apparition. Nous avons demandé leur impression aux lycéens qui sont les premiers concernés. Enfin, le roi Vaval se prépare à 10 jours de sa grande sortie. Que représentera-t-il? À quelle actualité fera-t-il allusion? Vous aurez quelques indices dans votre JT des communes. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La chlordécone est un faux combat, ce ne sont pas les produits locaux qui nous empoisonnent, c'est en substance le message que fait passer l'association écologiste Puma. Selon le président, 90% des produits que nous consommons sont importés et ce sont ceux-là qu'il faut pointer du doigt. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Aujourd'hui, chez nous, 22% des terres agricoles sont encore polluées au chlordécone. Le Nord-Atlantique reste le plus touché. Mais ce serait une goutte d'eau comparée aux autres aliments importés que nous mangeons tous les jours. Pour le président de l'association écologiste Puma, ce n'est pas nos terres qu'il faut diaboliser. Le problème se situe là, dans l'importation. Ça, c'est truffé de problèmes. Et simplement, il suffit de voir les poulets qu'on vend en bord de route, les poulets que l'on vend à 1,15 € du kilo. Nous disons attention. Ça s'est chargé, éminemment chargé de choses. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans. Il y a des choses que nous trouvons, des hormones de croissance. Aujourd'hui, nous posons une résistance en ce qui concerne les antibiotiques. Il y a une raison, c'est ça. Le mélange de tout ce qui entre en Martinique, accompagné de tout ce que nous avons avalé, tout ce qui a vécu les 30 dernières années en Martinique, on a de la chlordécone dans la graisse. Mélangé à ça, ça nous donne ce cocktail, cette bombe chimique. Car aujourd'hui, nous consommons plus de 90% de denrées importées, des produits venus de l'Union européenne et de l'international, où les normes en matière de culture sont parfois loin d'être aussi drastiques qu'en France. Dernier exemple en date, avec des aliments venus du Brésil. Dans la viande importée du Brésil, là, aujourd'hui, le gouvernement vient de prendre des dispositions pour qu'on puisse amplifier cette importation. Bon. Donc manifestement, cette viande chargée d'hormones de croissance et de toutes sortes de choses pour faire rapidement des sous, on vous vend un poulet au bout de 2 mois. On vous vend un bœuf qui, bon, au bout de 4-5 mois, il a obtenu la croissance normale. Chimiquement, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, scientifiquement, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, on est complet. Mais compte tenu du fait que la consommation est faite par nous en bout de chaîne, tout ça reste stocké chez nous et nous voyons déjà les dégâts dans la population martiniquaise. Des conséquences désastreuses sur notre santé, accroissement du nombre de cancers, anomalies génitales et même retards mentaux, la liste est longue. La faute aux politiques selon Florent Grabin. Nos élus préfèrent fortement prendre de l'importation. On a plus de 1 million de repas par jour en Martinique. Ça génère de l'octroi de mer. On n'a pas d'octroi de mer sur la production locale. Donc on préfère importer, ça permet d'avoir une caisse pleine pour pouvoir faire tourner les collectivités. Des profits qui se feraient donc au détriment de la santé des Martiniquais. L'association écologiste appelle aujourd'hui à une prise de conscience rapide du gouvernement pour réglementer ces importations et favoriser enfin les productions locales. Et ce dossier de chlordécone fait débat. Le sénateur Victorin Lurel et la députée Hélène Vainqueur se sont exprimés à ce sujet face à la presse à Paris. Des thématiques sur lesquelles ils étaient très attendus et ils ne semblent pas avoir convaincu. Reportage de Solène Boissy. Derrière ces promesses de beaux combats à venir pour l'année 2018, ils ont tenté de dissimuler leur échec.
Victorin Lurel et Hélène Vainqueur-Christophe ont tenté d'inclure le chlordécone dans la proposition de loi sur l'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques examinée ce jeudi au Sénat. Sans succès, puisqu'ils se sont vus opposer le fameux article 40 qui exclut toute dépense supplémentaire dans la loi sans compensation. Pour y remédier, le sénateur suggère une action publique. Ça aboutira si la société civile, comme on l'a fait en Martinique, comme on l'a fait en Guadeloupe, se réveille. On ne compte que sur les parlementaires, mais la prise de conscience se fait que lorsque, en démocratie, l'opinion publique se manifeste. Dans la société civile, des recherches en responsabilité personnelle, individuelle, collective peuvent être engagées. Autre chantier où le public interpelle pourtant les élus à répétition, c'est la gestion de la problématique de l'eau en Guadeloupe. Depuis plus de 20 ans, aucune action politique n'a vraiment réussi, mais la députée guadeloupéenne veut engager l'État à payer 40 millions d'euros. Dans le cadre des investissements, en particulier de la réhabilitation des réseaux, nos élus, nous sommes responsables. Parce que nous avons en charge la compétence depuis déjà un moment. Il y a déjà une trentaine de millions d'euros qui ont été déjà mis sur la table. Maintenant, il faut que les travaux, il y a plus de 70 millions, donc trouver 40 millions de la part de l'État, de la part d'autres organismes, de façon à pouvoir gérer ce problème d'investissement, tout au moins pour cette année. Hélène Vainqueur-Christophe va profiter de la proposition de loi de la France Insoumise ce jeudi sur le droit inaliénable de l'eau pour exposer une nouvelle fois la situation catastrophique en Guadeloupe. Et c'est dans ce contexte que l'association Assopamar a été reçue aujourd'hui par les gendarmes sur le site de l'ONF. Pour rappel, l'association écologiste s'était rendue sur le site la semaine dernière sans rendez-vous et n'avait donc pas été reçue. Aujourd'hui, les membres auraient été convoqués mais auraient été accueillis par un escadron de gendarmerie. De son côté, l'ONF affirme être pourtant ouverte au dialogue. Voyez les réactions recueillies par Sandrine Claude. On croyait être dans une démarche amiable et on se trouve devant un escadron de gendarmes en accord avec tous les membres ici présents. On demande effectivement que cet escadron de gendarmerie sorte de là afin que nous puissions aller négocier. Pour nous, ça c'est un guet-apens ou encore de l'intimidation de la part de l'État. Nous n'acceptons pas ça. La semaine dernière, l'association Assopamar est venue dans nos bureaux avec une vingtaine de personnes. Ils ont un peu, on va dire, bloqué les bureaux et demandé à ce que sur certains dossiers, l'ONF s'engage à la régularisation de certaines personnes. Suite à cet événement la semaine dernière, le préfet m'a appelé et m'a demandé à ce que pour notre rencontre d'aujourd'hui, les forces de l'ordre soient présentes. Afin de s'assurer que le dialogue soit équitable. On ne pourra pas discuter aujourd'hui des dossiers qu'on avait prévu de traiter dans le fond. Et donc je pense que voilà, au moins là, l'association pourra marquer le coup et montrer son désaccord. Et on essaiera de reprendre contact a posteriori. Attention, des faux billets de 50 et 100 euros sont actuellement en recrudescence sur l'île. La section financière du commissariat de Fort-de-France est en alerte. Les commerçants, eux, redoublent de vigilance et certains se sont même équipés pour faire face à ce fléau. Reportage de Sandrine Claude. Madame. Merci. Là, j'ai un billet de 50, j'ai le stylo. J'ai fait la vérification. On passe à le stylo. Ça n'a pas changé de couleur, ça veut dire qu'elle est bonne. Une vérification devenue quasi systématique pour ce commerçant. Depuis que les services de police ont signalé une recrudescence de circulation de faux billets, on prend au quotidien des précautions. Vous voyez, dès que ça change de couleur, tout de suite, c'est un faux billet. Depuis qu'on a entendu qu'il y a des faux billets qui circulent, oui. Oui, on fait assez. Lorsqu'on a des doutes de certains pays, oui, on les fait. Pour ne pas vexer certains clients, le commerçant a recours parfois à des techniques un peu moins radicales. Ça gêne les clients, que ça veut dire quoi? Que j'ai un billet, un faux billet, tout ça, et ça gêne un peu les clients. On sent que ça gêne. Alors le plus souvent, je le teste moi-même avec les mains, sinon avec les doigts, mais pas avec le stylo. C'est un détecteur de faux billets. Donc en fait, quand on passe le billet dans l'appareil, s'il ne se passe rien, c'est que tout est bon. Et il nous signale si le billet est faux. C'est suite à une mauvaise expérience avec sa banque que cet autre gérant s'est équipé de ce détecteur électronique. Depuis que la banque m'en a rejeté 2, on a tout de suite été s'équiper. C'est la seule manière de se prémunir. Si on a un gros doute, on le repasse 2-3 fois dans l'appareil pour voir qu'il n'y a pas de problème. Les commerçants ne sont pas les seuls à pouvoir être la cible de ce fléau.
La population, elle aussi, pourrait se retrouver en possession de faux billets, certains sans même le savoir, car même si beaucoup sont au courant de la fraude, peu s'en inquiètent réellement. On regarde quand même, quand on entend quand même les informations, on fait attention. Chez le commerçant, lorsqu'il me remet un billet, je n'ai pas le réflexe de vérifier s'il est faux ou pas. D'autres sont un peu plus vigilants sur la question. Je pense qu'il y a d'abord, on peut palper le billet, c'est d'abord le premier réflexe. Je pense que c'est au niveau de la matière du papier qui est différente. Plusieurs indices permettent de savoir si votre billet est authentique. Un papier qui craque contre le fouasse, la présence du visage de la déesse de l'Europe ou encore une lumière scintillante en inclinant le billet. Autre mauvaise nouvelle pour les automobilistes, cette fois-ci, le prix du carburant va augmenter à compter de demain. Le samplon va augmenter de 3 centimes et passera à 1,43 € au lieu d'1,40 €. Le gazoil va passer à 1,24 €, une augmentation de 3 centimes également au lieu d'1,21 € jusqu'à ce soir minuit. Enfin, la bouteille de gaz, elle, va baisser puisqu'elle passera à 22,49 € avec soit une baisse de 48 centimes. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a lancé son projet de réforme du baccalauréat. Renforcement du contrôle continu, grand oral et rattrapage simplifié. Les mesures à venir font débat, comme a pu le constater Loïc Régis. 4 épreuves finales contre 10 actuellement. Un renforcement du contrôle continu en première et terminale, l'introduction d'un grand oral et une session de rattrapage sur dossier. Voici les grandes lignes de la réforme du bac défendue par le gouvernement. Un projet différemment apprécié des lycéens. C'est moins de contraintes, moins de boulot, on peut plus réfléchir et moins être stressé. Si on a un diplôme qui, on va dire, n'est pas très formateur, le choc sera très brutal, donc il y aura de moins en moins de qualifications et donc pour le chômage, je pense que ça n'aide pas. Nous, on sera évalués sur tout d'un seul coup, alors que eux, en 2021, ce sera notion par notion. C'est sûr que c'est plus évident, mais je trouve ça que ça sera pas formateur autant que nous. Ce sera plus pratique parce que même si tu as travaillé pendant l'année à l'écrit, tu peux rater ton bac parce que tu as beaucoup de stress. Donc ça va vraiment enlever le stress, je pense, et ce sera mieux. Le fait qu'on soit évalué sur que 4 matières nous pénalise énormément et on aura un manque de connaissances et sera encore plus en retard sur les études supérieures. Le contrôle continu aurait un poids plus important dans l'obtention du diplôme en fin de cycle. Un aspect positif selon ce chef d'établissement, car les élèves devront être réguliers au niveau de leurs notes. Mettre les élèves au travail régulièrement et faire en sorte que ces élèves soient évalués dans une perspective du baccalauréat peut être une bonne chose dans la mesure où le goût de l'effort sera là, les enjeux seront beaucoup plus importants et ce sera en quelque part valoriser le travail des équipes éducatives qui font un travail pour cette préparation du bac. Certains syndicats d'enseignants sont sur leur garde, c'est le cas de l'UNSA. Ils craignent un diplôme à la baisse et des suppressions de postes déguisés. Lorsque vous allez choisir des matières majeures et des matières mineures, ça veut donc dire qu'il y a des heures d'enseignement qui vont disparaître pour certaines matières. Qui dit heures d'enseignement qui disparaissent, dit des postes qui sont supprimés. Sachant qu'en Martinique, on a perdu des dizaines de postes depuis des années, on ne peut pas se satisfaire d'une réforme qui va mettre en danger d'autres postes encore dans notre académie. Le projet est encore à l'étude et devrait être présenté mi-février. En attendant, plusieurs syndicats d'étudiants, d'enseignants et de représentants de parents d'élèves ont appelé à une journée de mobilisation demain. En bref, une quinzaine d'élèves du LECTA de Croix-Rivaille se sont plaints hier de douleurs abdominales. Les symptômes évocateurs de gastro-entérite en lien avec l'épidémie signalée en Martinique par l'ARS ne permettent pas d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle intoxication alimentaire collective. Les services de l'ARS et le service de la DAF ont été alertés. L'ARS procède à ce jour à une enquête alimentaire auprès des élèves et de leurs parents. Par mesure de précaution, l'internat du lycée dont 10 élèves sont concernés était fermé sur décision de la direction de l'établissement et les parents avertis doivent récupérer leur enfant. Enfin, une désinfection des locaux de l'internat est commandée. Toujours au chapitre éducation, le syndicat des enseignants SE-UNSA organise un stage à l'attention de ses adhérents sur le thème insécurité au travail, sensibilisation aux risques psychosociaux. Des ateliers pour apprendre à détecter les signes des enseignants en difficulté. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude.
Il y a ce stress, manque de sommeil, des irritations, mais également des problèmes d'audition, des problèmes de vue, et puis un sentiment de solitude. Et puis aussi, on essaie d'identifier avec eux donc toutes les violences externes et les violences internes dont ils sont victimes dans l'exercice de leur métier. Bon, ça peut être des violences qui viennent justement malheureusement de la part de leurs propres élèves, donc des agressions qui peuvent être physiques, qui peuvent être verbales. Il n'y a pas de recette magique évidemment, donc d'où l'intérêt justement de notre réunion de ce matin, de cette première séance, puisque nous aurons plusieurs séances, c'est justement d'identifier et de voir dans quelle mesure on peut déjà faire de la prévention, parce qu'il est possible de faire la prévention, c'est ce que la RACT nous expliquait. Et puis ensuite, il faut agir sur ce qu'ils appellent même le curatif, donc de manière à ce que les collègues soient effectivement pris en charge et de manière à ce qu'ils puissent concilier de manière harmonieuse vie professionnelle et vie privée, puisqu'on sait que les conditions difficiles de travail ont des répercussions sur les conditions de vie d'une manière générale. Donc c'est extrêmement important pour nous. TICA, c'est le nom du nouveau programme dédié aux entreprises martiniquaises qui souhaitent exporter dans les autres pays de la Caraïbe. Il s'agit d'un partenariat entre la CTM, l'Organisation des États Caraïbes orientales et la Caraïbe Export Development Agency. La présentation du dispositif a eu lieu aujourd'hui au pôle consulaire de formation à Schœlcher et certains entrepreneurs se sont déjà positionnés. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Dans la Caraïbe, la part du commerce régional ne représente aujourd'hui que 8% du commerce extérieur entre la quinzaine de pays de la zone. Une aubaine pour beaucoup de chefs d'entreprise dans l'alimentation ou encore le textile qui comptent bien conquérir ce nouveau marché, comme cette créatrice de mode qui a monté sa société il y a 7 ans. On est 400 000 sur la Martinique, mais quand on regarde les statistiques, il n'y a que 60 000 personnes en fait, qui ont un pouvoir d'achat, on va dire, pour s'intéresser à nos produits. Donc ça, c'est une problématique. Et la deuxième, eh bien, c'est que nous sommes effectivement envahis, on va dire, par des produits importés. Donc pour les créateurs locaux, c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire notre place et d'imposer un petit peu nos produits. Par exemple à Sainte-Lucie, ils sont très friands de tout ce qui est fait main et voilà, des créateurs qui arrivent à imposer leur marque. Pour décloisonner ce nouveau marché, il faut tenir compte de certaines spécificités, car tous les pays de la zone n'ont pas les mêmes politiques juridiques, économiques et réglementaires en matière de vente et de circulation des produits, des disparités qu'il va falloir pallier. Il y aura un accompagnement à la fois individuel et collectif. Et l'objectif, c'est qu'au terme de ces 2 années, on ait à la fois produit des livrables permettant aux entreprises de mieux connaître les marchés, puisque un des freins aujourd'hui, c'est la méconnaissance des marchés voisins. On aura aussi travaillé sur le financement, puisqu'il y a une problématique de financement caribéen à déterminer, donc les outils de financement qui seront partagés, et accroître le lien entre les entreprises qui exportent. Et nous allons créer avec ce projet TICA une communauté d'exportateurs martiniquais et caribéens. Dès demain, les chefs d'entreprise pourront déposer leur candidature pour adhérer au programme. Fin février, 30 entreprises locales seront retenues. D'ici 2 ans, la Chambre de commerce et de l'industrie et ses partenaires espèrent voir augmenter les échanges commerciaux de 2%. Autre projet pour les entrepreneurs, Je développe ma boîte. C'est le nom du concours Créative Martinique à l'attention des chefs d'entreprise. Il s'agit d'une 2e édition des prix innovants. Pour en parler, nous recevons le président du réseau Entreprendre, Jean-Jacques Brichand. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, le concours est une initiative de Réseau Entreprendre, votre association. Alors déjà, est-ce que vous pouvez la présenter brièvement ? Alors, c'est une association de 80 chefs d'entreprise ou hauts cadres d'entreprise qui ont décidé de donner un peu de leur temps pour accompagner des porteurs de projets. Alors, accompagnement des projets de création d'entreprise ou de développement d'entreprise ou de reprise d'entreprise, d'achat ou de transmission d'entreprise. Voilà. Très bien. Donc, le concours a déjà été lancé. La date de fin de dossier, c'est prévu en mars. Mais avant d'en parler, à qui s'adresse-t-il concrètement ? Alors, il s'adresse à tous les chefs d'entreprise
qui sont en phase de développement ou souhaitent se développer. Voilà. Quel type d'entreprise? Alors, de toutes, quel que soit le secteur, ça n'a pas d'importance. Alors, le développement, c'est quoi? C'est vous voulez doubler votre production, ou vous voulez non pas vous délocaliser, mais créer une antenne à Rivière-Salée, alors vous êtes à Fort-de-France, ou alors fabriquer un autre produit. Enfin, vous voyez, un peu tout ce qui concerne un développement d'entreprise. Le but étant, bien entendu, de créer des emplois à terme. Et quelle que soit la taille de l'entreprise et la date de création? Oui, il faut que l'entreprise ait au moins 2 ans d'existence, puisque c'est un développement, c'est pas une création. Et voilà, ensuite, bien sûr, il faut... ça doit respecter quelques critères, mais ça, c'est sur le site creative-martinique.com. Et notamment 2 emplois à 3 ans, un minimum d'investissement de 70 000 €, etc. Enfin, et il faut que le projet soit très abouti. Il faut déjà avoir un business plan. Comment ça se passe? Il faut un business plan, c'est sûr. Il faut avoir une programmation, je dirais. Ce que je veux dire, c'est on n'est qu'à l'étape de projet que dans la tête, par exemple. Non, on ne peut pas avoir qu'une idée. Vous savez, il faut vraiment aller un petit peu plus loin et que ça soit déjà quelque chose d'un peu positif. Et comment faire pour y participer? Eh bien, on va sur le site creative-martinique.com, créative sans e-martinique.com, et là, vous avez tout le règlement et toute la façon de faire. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr, ce sont les prix. Oui, justement. Alors, j'allais vous demander, parce que la fin des dépôts de candidature, elle est prévue le 20 mars prochain. Le 20 mars. Qu'est-ce qui se passera après? Alors ensuite, nous avons, j'espère, une étude des dossiers nombreux. L'année dernière, pour le prix de création que nous avions lancé, nous avions eu une 50aine de dossiers. Vous voyez, ça demande quand même un peu de travail. Donc j'espère qu'on en aura plus. Et donc, non seulement nous allons étudier et faire, si je puis dire, un tri avec notre jury qui est composé de nos partenaires, et pour en garder 20. D'accord. Et ces 20, nous allons les accompagner, encore c'est notre mission, vous voyez, pour parfaire leur dossier, pour faire en sorte qu'ils soient vraiment présentables et vérifier que tout est correct dans le dossier, notamment le business plan, enfin les projets, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner au final? Alors, attendez, donc... c'est pas fini, les étapes, c'est pas fini. Ensuite, deuxième étape, donc, c'est en conserver 10, et ce sont les 10 gagnants. D'accord, il y en a 10 quand même. Okay. Alors, il y aura un gagnant, le gagnant, si je puis dire, le premier gagnant, qui, lui, nous avons décidé d'innover un petit peu et donc de travailler sur la formation, plutôt la remise en forme des compétences que les chefs d'entreprise ont. Et donc, le premier prix est une inscription au cycle dirigeant diplômant de l'ESSEC, qui se passe sur 2 ans, 2018-2019. Chaque mois, il y a quelques jours. Et ce sont les professeurs de l'ESSEC qui viennent ici et qui donnent leurs cours. Et donc, c'est un cycle très important. Et voilà. Ça, c'est le premier prix. D'accord. Et ensuite, les 9 autres prix, les 9 challengers qui sont à côté, ils vont bénéficier aussi d'un module qui s'appelle outils de gestion sur 4 jours, qui est, je dirais, fait sur mesure pour nous par les professeurs de l'ESSEC MC2. On dit toujours ESSEC MC2 puisque c'est représenté par MC2 ici. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que la date limite des dépôts de dossiers est prévue le 20 mars prochain. Le 20 mars, donc voilà. Il reste encore un peu de temps quand même. Merci à vous. Mais ça prend du temps quand même de monter les dossiers. Merci à vous. Merci madame. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane avec le chantier Ariane 6 qui avance. Les premiers éléments de l'eau mécanique de la fusée ont déjà été livrés. Et puis, nous vous donnerons quelques indices sur l'identité du roi Vaval de cette année. Hubert Bornil a mené l'enquête. Vous le verrez dans notre JT des communes. Mais avant, je vous le disais, nous partons en Guyane avec le chantier Ariane 6 qui est en bonne marche. Les premiers éléments du lot mécanique de la fusée sont arrivés. C'est un reportage de Pierre Tréfou.
Ce matin, au port de Paris-Yacoubo, les premiers gros éléments du lanceur de la fusée Ariane 6 sont arrivés par bateau. En tout, ce sont 26 pièces qui ont été livrées et qui composeront le plateau du lanceur de la fusée. C'est le 9e pas de tir fabriqué par le Centre national d'études spatiales. Le premier coup de pioche de ce gigantesque chantier a été donné il y a 2 ans et c'est Frédéric Munoz, responsable de la sous-direction sol au CNES, qui est en charge du chantier. Le plus gros est à venir, c'est-à-dire qu'il faut coordonner le lot génie civil qui n'a pas complètement terminé avec le lot mécanique qui est en cours. Donc il va falloir souder cette table in situ dans une saison, comme vous le savez, qui va être la saison des pluies. Donc il va falloir, il y a des conditions pour réaliser ces soudures. Donc un assemblage mécanique d'abord boulonné, ensuite une soudure pendant 2 ou 3 mois, on va souder cette table. Et ensuite, une fois qu'elle sera soudée, on va falloir la glisser dans le pas de tir. Et glisser 1000 tonnes depuis une dalle qu'on a confectionnée spécialement pour l'accueillir et pour l'intégrer, sur l'axe entre le BAL et la ZL, c'est-à-dire l'axe lanceur, on va devoir arriver jusque sur l'axe lanceur. Donc c'est des opérations qui sont délicates et qu'il faut planifier et coordonner proprement. Donc objectif pour nous, c'est août 2018. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise française Eiffage et doivent être terminés fin 2018. Une année de test de tous les systèmes au sol sera effectuée avant le premier tir d'Ariane 6, prévu fin 2020. Tout ce qui est réseau enterré, on est à plus de 80% d'avancement par rapport à ce qui était possible de faire, donc hors autour du Carnot ici. Et le gros du chantier, c'est ce qui est derrière nous, c'est donc le Carnot et le portique mobile, où là, on a coulé durant cette semaine la dernière partie de la dalle à -6, donc qui est un des éléments importants, un des jalons importants du projet qui marque le début de la couverture des carnaux, donc le pot d'échappement pour la fusée. Le bâtiment servitude, les radiers sont coulés et on est en train de faire les voiles, et donc le portique mobile où on a fini le deuxième niveau, on est à peu près à 20 mètres d'altitude et on attaque, avant la fin de la semaine, on attaquera la construction du 3e niveau pour continuer avant d'atteindre les 90 mètres d'ici le mois de juillet. Le coût total du chantier réalisé par le CNES et financé par l'Agence spatiale européenne est de 650 millions d'euros. Je vous le disais, les fruits et légumes sont de retour sur les marchés guadeloupéens. Après une forte période creuse suite au passage de l'ouragan Maria, les étals des marchés sont à nouveau achalandés, comme ont pu le constater les équipes d'ATV Guadeloupe. Après les ouragans, les marchands devaient importer la plupart de nos fruits et légumes, la production locale ayant été particulièrement impactée par ces phénomènes cycloniques. Heureusement qu'on a Saint-Domingue. Même pas Dominique est ravagé aussi. Il y a Saint-Domingue, il y a les Onguiras. Les légumes venaient de tout part pour nous aider à survivre sur ce marché. Il y a les petites bananes de chez moi qui commencent à réparer. J'ai encore une caisse. Mais on est au mois de février. Bon, dans 2 mois, on aura tout ce qu'il nous faut. Ça t'arrête, mais maintenant ça commence à revenir. Et les mangues, c'est pas local. C'est de la Martinique, les bananes aussi, c'est de la Martinique. Depuis quelques mois, les étals sont de nouveau achalandés. Les produits made in Guadeloupe refont peu à peu leur apparition. Tout commence à entrer. C'est banane plantain, pas ni même avec poyo là. C'est ça, c'est plutôt ça nous n'y pas ni quoi là. C'est plutôt ça. Mais restant là rentrer petit à petit. Regarde les tomates là, il y a en quantité, concombre là, patates là, il y a tout bien là. En ce moment-là, les tomates c'est devenu en quantité là maintenant. Alors c'est pour ça que j'ai mis les tomates à 1 € le kilo aujourd'hui à Bastère. Ça fait pas longtemps que ça c'est revenu. C'est revenu vers en janvier là. Après ces quelques mois de pénurie, les fruits et légumes sont donc de retour sur nos marchés, hormis les bananes qui devraient être de nouveau sur les étals d'ici 6 à 8 mois. Allez, de retour en Martinique, place tout de suite à notre JT des communes. Plus que 10 jours avant la sortie du roi Vaval, que représentera-t-il cette année? Un sujet d'actualité, une personnalité politique. Tout le monde a un avis sur la question. Hubert Bornil et Johan Boulard ont mené l'enquête. Regardez.
On est dans la régie scénique avec Kako, qui est l'artiste. C'est où il choisi pour Vaval en état. Oui, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai décidé de proposer ça. Nous allons aller alors. Oui, nous allons aller. Qui sera Vaval cette année? Une question pour laquelle on n'obtient jamais de réponse avant le jour J. Ça a passé en haut lieu. Ça a passé, puis c'est les têtes pensantes en bas, c'est Messia qui a décidé. Il n'y a pas des trous politiques, en même temps, il y a les politiques, alors on a fait du bois, attention. Côté réalisation, pour cette édition, l'atelier scénique de la ville de Fort-de-France a repris l'affaire en main et le personnel semble ravi. Dès que la Noël est passée, on s'imagine déjà la venue du Vaval. Des petits moments, nous avons des échanges d'idées, et puis nous sommes plus décontractés encore, parce que nous avons dit tellement bêtises. Pendant tout le travail là, nous avons fait, il a rigolade, mais nous avons fait ça dans le bon sens, et puis la foi. C'est le plasticien Kako qui a eu la grande responsabilité de concrétiser le projet. C'est pas du tout simple parce que les commandeurs se basent sur un mot des fois pour demander une idée, c'est pas évident du tout. Maintenant, quand on entre dans l'actualité, traiter de l'actualité, c'est un petit peu politique, ça devient encore plus compliqué. Ok, pas si simple à faire, on a noté. Mais tu peux nous en dire plus? Cette année, on va faire de manière à ce que, c'est ce qu'on voulait, c'est bien fait, ça représente ce qu'on voulait. Et puis, questionner aussi les intéressés, leur dire qu'on veut savoir la vérité, quoi. On ne veut pas de masque, on ne veut pas de faux semblants. Oui, à bas les masques, là, maintenant. N'allons pas plus loin. En tout cas, on commence à avoir une toute petite idée de ce que sera Vaval cette année. Pour ma part, j'ai déjà noté le droit levé si jamais ça vous rappelle une situation. Dommage. On n'a pas encore le droit de dévoiler le secret. Juste attendre le verdict. Voilà tout ce qu'on peut dire sur l'enquête en ce moment, puisque d'après la tradition, Vaval ne sera dévoilé que le jour de sa sortie, à savoir dimanche soir. Pour le moment, ça nous peut dire c'est que c'est en lait supportant lait qui est monté. Pas oublier, les gars, fait quand même 4 mètres de haut, hein. C'est pas rien. Hein. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 9h à 14h. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition à la Maison du Don de 9h à 16h, derrière le CHU Pierre-Zob d'Akitman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.